j'aimerais bien avoir une espèce de masterclass ou de, tu vois, étape par étape de comment tu lances un e-commerce. Oui, ok. Dis-moi. Si on prend l'exemple de Zedenia, par Mm. exemple, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes? Les étapes, d'accord. Alors, au fait, bon, il y a des choses, bien sûr, puisque c'était une première expérience, il y a des choses qu'on a fait un peu intuitivement, tu vois, qu'on a découvert par la suite. D'abord, j'ai une vision un peu plus organisée et des frameworks plus organisés que j'ai pu tester avec le temps et avec d'autres personnes. Mais au fait, Anna, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui focusent énormément sur le fait de trouver un produit qui n'existe nulle part ailleurs, ou là, le fait de vraiment inventer quelque chose. Le produit. Le winning product. Et ça, c'est un terme qui a commencé à m'agacer parce que c'est un terme qui se répète souvent dans l'e-commerce et qui n'est pas forcément, tu vois, représentatif de la réalité. Parce qu'au fait, ton winning product, c'est pas un produit qui va être inventé, qu'on ne voit nulle part, etc. Mais Anna, j'ai une framework très, très simple. C'est de prendre au fait un marché qui existe, d'accord, un marché qui existe, que tu arrives à jauger, c'est-à-dire à l'œil nu, tu arrives à voir l'intérêt des gens à travers l'analyse, par exemple, les concurrents, les ads qui se font, l'intérêt. Maintenant, on a les réseaux sociaux qui sont un outil d'analyse exceptionnel. Bah, pour moi, le temps donc les études de marché de Haladi, il est révolu. Aujourd'hui, tu rentres sur Internet, tu as un marché qui t'intéresse, tu as des outils qui font de la veille, et tu vois, des ads qui performent très très bien, clairement et c'est très très net, ça saute aux yeux. Tu as le produit, il fait beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, etc. Donc beaucoup de recherches C'est de maintenant la sur un recherche, produit. exactement. Là, c'est-à-dire le produit, il est Il est recherché par les recherché, c'est gens. ça. C'est-à-dire qu'il y a de la demande. Et quand tu parles d'ads, donc de pub, c'est De toi pub. qui testes des pubs et tu vois si ça Là, fonctionne ou avant, pas. tu Ou là, analyses les pubs existantes. Ouah, maintenant, tu vas regarder dans le marché, Mm. que ce soit au Maroc ou ailleurs, Ouais. les produits qui existent ou les pubs d'Yelhome, où tu vois si ça fonctionne bien. Tu vois si ça Et fonctionne tu bien, s'il peux y a de la avoir leurs demande. chiffres pour voir si ça fonctionne bien. Oui, tu as les chiffres par Ok. rapport à l'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, etc. Ça, c'est des indicateurs très forts qui te permettent de comparer entre plusieurs produits et de voir, de faire une petite analyse de la demande. Ok. D'accord? Peut-être pas de la chiffrer exactement, parce qu'il y a d'autres méthodes pour faire ça, mais déjà, par exemple, avec une personne qui n'a pas nécessairement, on va dire, les prérequis, je dirais une analyse de marché poussée pour faire un gap entre l'offre et la demande de manière quantitative, etc. Tu peux le faire de manière assez simple grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, chose qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, tu as des outils, il y a des outils payants qui ne coûtent pas grand-chose, qui te permettent d'avoir une vision claire. Là, en ce moment, quels sont les ads qui performent très très bien au Maroc, par exemple. Et du coup, ça te permet de détecter des produits. Et Anna, j'aime bien l'approche d'elle. Pour se lancer, il faut avoir un journal. C'est en fait un petit guide que tu te fais où tu notes donc les idées, les jokes. Tu notes par exemple, voilà, j'ai détecté le produit, je le note, j'ai détecté le service, je le note. Par la suite, tu commences à trier et tu commences à faire tes validations. Et en fait, tu peux te baser sur plusieurs critères. Dépendamment de ta capacité à faire de l'analyse de marché, tu peux pousser et voir un petit peu le potentiel en chiffre d'affaires, le potentiel en nombre le pool de tes clients potentiels, etc. Ou là, tu peux tout simplement dire, voilà, c'est un produit qui performe bien et moi, j'ai une idée de différenciation. Et le conseil que je souhaite donner, c'est une formule quasiment inratable pour avoir le bon produit. Je ne parle pas de l'exécution plus tard, comment tu vas faire ton marketing, ton branding, comment tu vas go to market et tout. Mais déjà, pour avoir un produit qui tient la route, si tu te bases sur un produit existant, qui a la demande, qui répond à un besoin très très clair, et que tu le prends comme une base, et que tu essayes de voir des axes de différenciation qui peuvent être très variés. Un axe de différenciation, ça peut être la praticité, ça peut être le design, tu vois, ça peut être le prix, que je recommande pas forcément de faire des guerres de prix, mais c'est un axe de différenciation. Bon, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais quelque chose vraiment qui va me faire différencier de la concurrence. Et là, bien sûr, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très concurrentiels. Il y a des Red Ocean, il y a des Blue Ocean, tu vois. Du coup, ça dépend. L'expérience qu'on a eue avec Zedenia, c'est qu'on était un peu top of mind. Ok. Et donc, et vous étiez un des premiers. On était un des premiers, c'est-à-dire qu'il y avait un autre acteur
mais qu'on a pu dépasser. D'accord. Avec le moment, bien sûr, par la suite, ça a vite suivi. En général, quand il y a une nouvelle tendance, il y a beaucoup de marques qui se créent par la suite. Du coup, on a eu beaucoup de copycats par la suite. Mais, alhamdoulilah, on était top of mind, ce qui nous permettait d'avoir de très bonnes performances sur l'Ads sans avoir à dépenser un gros budget. On avait un coût d'acquisition très faible. Du coup, c'est très, très différent. Avec Beauté, c'est complètement différent. On est sur un marché, on est sur un red ocean, on est sur de la cosmétique. Là, pour le coup, il y a plein de concurrents. Ah, il y en a beaucoup. Des Ok. concurrents directs, indirects, locaux, internationaux. Tu choisis ton produit. Après, avec la conception, ديال Zedenia. Bien sûr. Hein. Comment tu conçois? كيفاش لقيتي les partenaires pour la production? Ouais. Comment ça se passe à de la partie? Alors, au fait, on a fait la conception nous-mêmes. Là, on est en mode, quand on commence un projet, on essaye d'avoir tu vois, la main un peu partout. Okay. Et alhamdoulilah, c'est très formateur. Ça te permet d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon mari et moi, on peut couvrir toute la chaîne sans problème. D'accord. Du design aux publicités, à la conception, tout. Et du coup, on a commencé tout seul, on a fait la conception. Après, on est allé voir les imprimeries. Et j'avais un target price pour le planeur à l'époque de 250 dirhams. Quand je suis allée voir les imprimeries, j'avais pas un gros budget. En fait, c'était une petite épargne qu'on avait mon mari et moi, qui venait de nos primes, etc. Mais vraiment un petit budget. Et du coup, j'avais pas le budget pour lancer une grande quantité. Et en imprimerie, quand tu lances une petite quantité, l'impression se fait en numérique, c'est beaucoup plus cher que quand tu le fais en offset, quand tu as des quantités beaucoup plus élevées, etc. Du coup, quand je suis partie voir les imprimeries, j'ai été choquée parce que, en fait, j'avais des devis de 350 dirhams. Ah ouais. 700 dirhams, un devis, j'ai rien compris. Le planeur. Oui, laisse tomber. Et comme j'avais un target price de 250 dirhams, du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, on a fait beaucoup de recherches. Alhamdoulilah, en fait, parfois, tu tombes sur des personnes qui t'introduisent à d'autres personnes, qui te font confiance. Exactement. Et du coup, j'ai été présentée à une imprimerie assez traditionnelle. D'accord ? Donc, ils ne comprenaient pas forcément ce que je voulais faire, mais ils m'avaient donné un bon prix. C'est-à-dire qu'avec son prix, je pouvais avoir ma marge tranquille, etc. Et je pouvais faire du packaging et valoriser le produit. Et donc, les débuts de Zedenia, c'était un peu ça. C'était how to figure out, how to get out of this operational, tu vois... Nightmare. Nightmare, exactement. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est de chercher d'autres fournisseurs. D'abord, on avait un petit peu un levier de négociation puisqu'on avait déjà fait notre proof of concept, on avait déjà des clients. On avait, pendant un moment, on était en rupture de stock, mais on avait déjà des précommandes. C'est-à-dire que c'était plus facile de trouver des fournisseurs. Donc, je garde le fil, tu vois, comment lancer un petit peu le e-commerce. Tu conçois, comment tu le marketes, c'est-à-dire comment tu vends. Comment tu vends? Alors, au fait, aujourd'hui, avec le marketing digital, les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus simple. Pour moi, déjà, il y a l'e-commerce, les barrières à l'entrée, elles sont très, très faibles. Ce qui fait bien sûr qu'il y a de la concurrence. Mais si tu sais où te placer, que tu sais te distinguer, que tu travailles très, très bien ton branding et ton go-to-market, là, ça peut exploser. En fait, à produit égal, le branding et ta stratégie de marketing, elle fait toute la différence. Okay. Et Hadi, j'y crois, dur comme fer, parce que j'ai vu la différence des produits qui étaient très très bien aussi, qui n'ont pas réussi à décoller, et vice-versa, des produits un peu moins bien, qui décollent très très bien, etc. Du coup, l'idée, c'est déjà d'avoir une stratégie de marketing bien claire. Tu as plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, il y a la stratégie de personal brand, qui fonctionne très très bien et que je recommande à tout le monde. Si tu as la volonté, que tu trouves que tu as ce sens de le partage. Avant d'en parler, peut-être explique ce que c'est. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire personal brand. Alors en fait, une personal brand, c'est au fait, comme son nom l'indique, c'est une marque personnelle qui est attachée à ton image. C'est-à-dire que c'est un petit peu ton positionnement en tant que personne
on va dire, j'aime bien le terme de key person of influence, c'est-à-dire qu'en tant que Ok. personne, Ok. il y a un livre d'ailleurs qui porte ce nom, de Daniel Priestley, il est très intéressant, une personne qui a une certaine expertise, pas forcément, on va dire, une expertise très, très poussée, mais qui a des choses à partager dans un secteur particulier. D'accord? Ok. Et ça peut être ce que tu veux. Des personal brands, il y en a dans tous les secteurs. Mais tu Machine d'arrobé deviens la personne de de tel sujet. référence dans ce sujet-là. Ok. Et du coup, moi, ça m'a aidé parce qu'en fait, comme j'étais passionnée par l'organisation et du coup, j'en parlais, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Je commençais C'était un petit logique. peu à bâtir un petit peu my personal brand. Du coup, c'était un petit peu logique. J'avais une audience assez qualifiée, alhamdoulilah, qui me suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et alhamdoulilah, ça te permet d'attirer exactement ton audience cible. D'accord? Et du coup, si tu arrives à construire un personal brand qui te permet d'attirer une audience, sois sûr que tu auras un élan de départ qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, les personal brands, elles peuvent concurrencer des grandes marques, surtout quand on parle de personal brand vraiment, c'est-à-dire importante, oui. Parce que la connexion que tu arrives à créer en tant que personal brand, tu la créeras jamais en tant que business. C'est une connexion human to human. Et du coup, ça te permet vraiment de créer des liens très très forts avec ton audience cible et avec potentiellement tes clients. Et ça te permet de bâtir, de créer un sales funnel qui est organique, Donc un tunnel de vente, c'est-à-dire que tu as ton audience qui se transforme en client prospect, que tu convertis par la suite, qui est vraiment organique et qui se solidifie jour après jour. Et ça, it's an asset. Ok. C'est-à-dire que D'accord. ça, c'est quelque chose sur lequel tu continues à travailler et Bien qui sûr. compound, Qui compound qui évolue énormément. avec le temps. Exactement. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est aussi un capital, tu vois. Donc Hadi, c'est une façon de faire les choses. On double-check, on double-clique juste sur ça une seconde et après on rentre sur les autres manières de marketer un produit, que ce soit Zedenia ou Beauté d'ailleurs. À l'époque, quand tu lances Zedenia, tu as déjà une personal brand. Oui. Tu as, disons, une communauté de combien de personnes environ? Je pense, je ne me rappelle pas, peut-être 70 000, Ok. un truc comme ça. Bon, sachant que le nombre n'est pas forcément important. Il n'est pas important. Ce qui du compte, tout. c'est à quel point c'est, disons, à quel point le lien est fort. C'est ça. Mais tu as quand même une. Oui, j'ai une base. Est-ce que. J'ai plusieurs questions. Est-ce que tu avais commencé un petit peu à être sur les réseaux en te disant peut-être je vais lancer un business, etc. Et donc ça préparait ou là pas du tout? Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un qui est en train de se lancer dans le business, est-ce qu'il le lance en parallèle ou là, d'abord avoir une certaine masse critique? Enfin, comment tu vois les choses entre entrepreneuriat, personal branding, etc. Dans quel ordre? Ouais. Alors, au fait, Anna, je l'avais fait par passion. C'était la période de le conseil. C'était vraiment un échappatoire. Je partageais que des recettes parce que c'est l'une de mes passions aussi, c'est la cuisine, la gastronomie. Et du coup, je partageais beaucoup de recettes, style, tu vois, tasty, etc. Et petit à petit, j'ai commencé un petit peu à partager plus, à faire des vidéos un peu plus long format sur YouTube. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, YouTube, c'est ma plateforme préférée parce que... Ouais, moi aussi. J'adore. Le long format, ça te permet de créer des liens très, très forts. Puis, ça te permet aussi c'est-à-dire que ça permet aux gens de vraiment avoir le temps de te connaître. Qu'il y a des règles pour personal brand. Il y a justement Daniel Priestley qui parle d'une règle qui s'appelle 7-4-11, c'est-à-dire que tu dois être... c'est-à-dire que pour pouvoir bâtir une vraie relation avec un internaute ou une audience, il faut essayer d'être présent au moins, ou là d'avoir du contenu out there qui constitue 7 heures au moins, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut privilégier le long format, d'accord? 7 heures 7 heures en cumulé, Ok. pour commencer à avoir une personal brand sur 4 plateformes différentes, donc sur 4 endroits différents, d'accord? Pas forcément en même temps, mais c'est juste le fait, par exemple, de, je sais pas, visiter peut-être une émission, un podcast, etc. Si ça te permet de consolider ton positionnement en tant que personal brand et puis d'avoir 11 interactions, que ce soit des comments par-ci, que ce soit des messages par-là, que ce soit des prises, des interactions. Et du coup, c'est pour ça que YouTube est très intéressant. Et donc, c'était un petit peu ça. J'étais en mode, c'est ma passion, je le fais, j'ai pas forcément de plan. J'étais déjà initiée à ce qui se faisait ailleurs, notamment aux États-Unis, où il y avait des YouTubers qui lançaient des business, etc. Ça me parlait, c'était quelque chose qui me semblait très très loin.
Et je me disais que peut-être au Maroc, c'est pas faisable de faire ça en ce moment, etc. Donc, c'était vraiment une vie à laquelle j'aspirais, mais dans un avenir lointain, tu D'accord. vois, on va dire. Ok. J'aurais jamais pensé que ça allait être ma réalité 4 ans après Ok. ou quelque chose comme ça. Du coup, pour une personne qui souhaite se lancer, pour revenir à ta question, alors, tu as plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, euh, si tu as la possibilité de lancer ton personal brand avant, soit, parce que je le dis toujours, il n'y a pas meilleure opportunité de construire des liens que quand tu ne vends toujours pas. Tu vois, quand tu n'as toujours pas un produit à vendre, c'est le meilleur moment pour construire des liens très très forts. Ok. Et du coup, c'est ce que je recommande toujours aux personnes que je coach ou les formations et tout, c'est que tu as une idée de business, c'est très bien. Tu auras quelques mois pour la développer, pour pouvoir la réaliser. Avec le moment, essaye de créer une personal brand. Peut-être que tu n'arriveras pas, je sais pas, à des chiffres. Encore une fois, les chiffres, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais dis-toi que si tu lances avec une vraie communauté, avec de vraies personnes avec lesquelles tu auras tissé des liens, qui vont constituer maintenant 1000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, c'est mieux que zéro. Et du coup, Anna, dis-moi, je recommande d'avoir une phase de personal branding construction et une phase de pre-launch. Ça fait partie de... Building public. Ok. Building Donc public, c'est tu très montres, intéressant. Tu es en train de préparer, tu peux montrer ce que tu documentes. prépares. Exactement, tu documentes. Donc, tu peux construire en parallèle ton business et ta personal brand. Et aujourd'hui, encore plus. Aujourd'hui, il y a Rise de Founder Accounts. C'est des personnes qui ont construit en public leur brand et qui ont explosé. Il y a même des entreprises qui font des médias. Qui font des... Ouais, Donc, ouais. Et les founder accounts, c'est énorme ça. Founder accounts, des gens qui n'avaient pas de personal brand, mais qui ont déjà des boîtes et qui se disent, en fait, aujourd'hui c'est important d'avoir une personal brand, sinon celui qui est en train de lancer sa boîte et qui va avoir une personal brand, il peut me dépasser. Merci d'avoir écouté cet extrait. Si ça vous a plu, vous aimerez encore plus l'épisode complet qui apparaît juste ici à l'écran. Donc allez-y, cliquez pour le regarder et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez.